Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Hélène Jacquinet, qui est consultante digital asset pour la société Blockchain Partner by KPMG. Comment vas-tu, Hélène? Ça va très bien, merci. Et toi? En pleine forme, très content de t'avoir sur le podcast. On sait que tu as un plugin chargé. On a échangé avant d'avoir cette fameuse date. C'était compliqué parce qu'on sait que tu as un gros planning. Donc vraiment, merci de nous prendre le temps pour tourner ce podcast. Déjà, avant de commencer, Hélène, première question qui me vient. Qui est Hélène? Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez justement Blockchain Partner by KPMG? Quel est ton parcours? Parce qu'on sait que le Web3, ça ne vient pas comme ça. Et moi, je suis vraiment très curieux et je voudrais savoir comment tu as eu cette appétence pour le Web3? Alors, effectivement, le Web3, ça vient pas comme ça. Donc moi, je suis Hélène Jacquinet. Je suis chez KPMG dans l'équipe Blockchain Partner depuis 3 ans maintenant. Et effectivement, je viens d'un parcours plutôt généraliste puisque j'ai fait Sciences Po Paris donc pendant 5 ans avec un Bravo. master en urbanisme, donc qui n'a rien à voir, plutôt en stratégie territoriale et urbaine. Donc j'ai fait quelques premières expériences professionnelles dans ce secteur, chez Vinci, à la région Île-de-France, donc plutôt du coup dans le public, à la suite de Vinci en tout cas. Et puis il y a eu une période où je me suis beaucoup remise en question et j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets Web3, crypto, blockchain. Alors c'était simultané avec la période du Covid, donc où là on avait tous beaucoup de temps. Je pense que j'ai pas été la première à tomber dans ces sujets pendant cette période. Et j'ai été sensibilisée énormément par le sujet par mon conjoint, qui est Ok. maintenant devenu mon mari. Ah, bravo, Euh, félicitations. Merci. Qui lui est expert en cybersécurité. Il est rentré dans l'écosystème depuis à partir de 2012. Donc vraiment Wow. un early adopter, et donc il m'a beaucoup sensibilisé au sujet. Et moi, ce qui m'a fasciné au tout début, c'est le côté voilà, comment grâce à Bitcoin à la base, on arrive à s'affranchir des institutions financières, comment on arrive à les bypasser, comment on arrive vraiment à voilà, contourner un peu le système. Ça m'avait vraiment fasciné. Donc toute la culture finalement cyberpunk qui avait émergé au lendemain de la crise des subprimes. Donc c'est vraiment ça qui m'a attiré. C'est très bien d'ailleurs mis en perspective dans la série Arte. Je ne sais pas si tu l'as vu, la série Arte, Les mystères de Satoshi. Pas encore, pas encore. Je te la recommande et je vous la recommande tous Ok. parce que c'est une série qui vraiment reprend les fondements de la culture crypto, de la culture autour de Bitcoin. Et en plus, donc, j'ai beaucoup d'affection pour cette série parce qu'il y a effectivement Claire Balva qui est qui est la cofondatrice de Blockchain Partner, qui est mon ancienne chef du coup, Ok. qui intervient dans cette série et aux côtés d'anciens de l'écosystème. Donc c'est vraiment une série qui est très bien faite et qui reprend exactement pourquoi en fait je suis venue dans l'écosystème. Et après voilà, s'ensuit beaucoup de mois et d'années à me plonger dans les spécificités, les caractéristiques des cryptos et de la blockchain. Et ce qui est marrant, c'est que donc, du coup, j'ai sauté le pas pour faire cette conversion professionnelle. Je suis partie chez KPMG. J'ai été recrutée par Alexandre Stachenko, qui est aussi cofondateur et qui est maintenant du coup chez Pemium, Ouais. VP stratégie chez Pemium depuis quelques mois. Et donc pour quelqu'un qui a été attiré par le côté anti-système et qui finit chez KPMG, c'est assez marrant du coup de voir le parcours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc voilà un peu comment je suis arrivée dans cet écosystème. Ok, merci pour l'explication, puis bravo pour ton parcours, parce que comme on le dit souvent, c'est le Web3, c'est fait pour tout le monde, mais c'est pas la première accroche, elle arrive pas de manière normale. C'est forcément, on s'est fait connecter, c'est Exactement. une curiosité, ça peut être la spéculation, ça peut être plein de choses. Et donc du coup, tu nous as expliqué comment tu t'as accroché sur cet écosystème, et bravo à toi, parce que c'est pas facile tous les jours, on sait. Puis après, comme tu dis, tu t'es développé, t'as appris, et bravo pour ton mari 2012 dans l'écosystème. Effectivement, c'est un early, félicitations à lui.
trop intéressant. En plus, dans l'écosystème, dans la partie sécurité et tout, il doit avoir du boulot. Donc, bon courage. Ouais, c'était très intéressant de voir ce prisme-là de comment tu sécurises le réseau. Moi, je suis rentrée par ce biais, mais en même temps, tu vois, quand j'ai commencé à toucher au protocole DeFi, etc., Uniswap, AAV, etc., à cette époque, et on voit que maintenant ces protocoles sont toujours autour d'actualité. Ouais. Ça m'a vraiment, moi qui n'ai pas du tout de la finance, tu vois, ça m'a vraiment appris les bases des mécanismes économiques et financiers. Ça, je les ai appris à travers le Web3 et c'est ça qui est quand même intéressant. Et après, j'ai réappris comment marchait la finance traditionnelle au sein de KPMG. Donc, tu vois, c'est assez intéressant parce que ça te donne une perspective tout autre de la finance. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est bien. Puis tu apprends d'une manière différente. Donc on voit vraiment ce prisme assez large. Et je Oui. pense, ce qu'ils recherchent aussi, c'est des personnes qui soient pas aussi que dans l'écosystème, qui a un prisme assez large. Donc bravo à toi. Et quel est ton rôle au quotidien? Quelle est votre activité au sein de KPMG comme ça sur la partie blockchain partner? Quel est votre rôle au quotidien? Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les différentes tâches que tu fais toi en tant que consultante? Oui, alors là, je vais redonner un petit peu du coup de contexte par rapport à Blockchain Partner. Donc, ça a été, comme je te l'ai dit, une petite entreprise de conseil qui a été fondée par, entre autres, Alexandre Stachenko et Claire Balva. Il y a 3 ans, même presque 3 ans et demi de ça, Blockchain Partner a été acquis par KPMG. Ok. Et donc, les équipes ont été intégrées à KPMG France. Donc, voilà, une start-up qui rentre dans un grand groupe, ça a été quand même une étape Trop bien. très importante pour nous. Donc, moi, je suis arrivée juste à ce moment-là, après l'acquisition. Et donc, notre métier, bon, il a toujours été autour du conseil, mais il a quand même évolué chez KPMG. Donc, aujourd'hui, on est une équipe de 15 consultants. Waouh. Oui, 15 consultants à Énorme. temps plein sur les sujets crypto et Web3. Et je mentionne à temps plein parce que ce n'est pas forcément toujours en fait la norme dans d'autres cabinets de conseil, d'autres Big Four, etc. Ça peut être des consultants qui ont une branche Web3 mais qui ne sont pas forcément à temps plein sur ces sujets. Et donc nous, on est tous à temps plein sur ces sujets et en plus, on a trois ingénieurs, 3 profils tech qui sont là au quotidien pour apporter leur expertise technique au cours des missions et puis pour nous enrichir en fait de tout ce qui est innovation technologique, quel est le dernier protocole qui est sorti, quelle est la dernière mise à jour de protocole à connaître, donc qui sont vraiment essentiels pour nous pour être tout le temps au top en termes d'expertise. Et donc, nous, notre activité de conseil, on vise 3 grandes catégories de clients. Donc, la première catégorie, c'est les institutions financières, donc les banques, les asset managers, tout ce qui est institut. La deuxième, c'est plutôt les entreprises, les corporates. Donc, ça peut être des entreprises du luxe, de l'industrie, du paiement. Vraiment, c'est très, très large. Et la troisième cible, on va dire, c'est les entreprises crypto, les entreprises Web3. Donc de plus en plus, vu qu'elles commencent à grossir et qu'elles ont des besoins, par exemple sur l'aspect réglementation ou conformité, on peut adresser également leurs besoins. Donc ça, c'est nos 3 cibles. Et donc au quotidien, on a quand même un spectre de mission qui est très très large, puisque côté institutions financières et corporate, on va venir surtout pour des missions. Alors en amont, ça va être des missions liées à la stratégie Web3. Donc comment on va les aider à définir leur roadmap Web3, à définir en fait en fonction de leurs activités, de leur marché, qu'est-ce qui va faire sens pour eux sur ces technologies Web3. Ou pas hein, d'ailleurs. Parfois, il y a des entreprises où il n'y a pas forcément de cas d'usage et ce n'est pas forcément pertinent. Donc, il y a une partie stratégie, il y a une partie identification de cas d'usage. Lorsqu'on a trouvé un cas d'usage qui est pertinent, on va accompagner le client sur le lancement d'une expérimentation, que ce soit un POC, que ce soit un MVP. Et parfois, ça va être le lancement d'un produit live. Quand vraiment les clients sont convaincus qu'il y a un marché, il y a des débouchés. Et ensuite, par exemple, les entreprises Web3, donc ça peut être des tout petits acteurs qui sont au tout début,
leur activité, ou des acteurs beaucoup plus, on va dire, installés dans l'écosystème. Donc là, on va surtout les accompagner sur leur mise en conformité. Donc là, tu sais bien qu'il y a MiCA qui arrive au niveau européen. Donc voilà, on va les aider sur comment, en tant qu'entreprise Web3, avec les moyens qu'elles ont, qui ne sont pas forcément, généralement c'est des petites équipes, comment elles vont réussir à cocher les cases des prérequis des régulateurs en matière de lutte contre le blanchiment, en matière de cybersécurité. Donc il y a énormément de sujets, je pense qu'on pourra en reparler totalement. un peu plus tard dans le podcast. On va les aider aussi sur certains audits de cybersécurité, puisque KPMG, je ne l'ai pas rappelé parce que c'est vrai que c'est une entreprise très, on va dire très connue, mais c'est bien de le rappeler. KPMG, à la base, le cœur de métier de KPMG, c'est l'expertise comptable. Et ensuite, KPMG s'est quand même étendu sur d'autres métiers, principalement le conseil. Et donc, dans le conseil, tu vas avoir une panoplie de services de vertical, on va dire, dans le conseil, que ça soit sur la tech, sur la gestion de la trésorerie, que ça soit sur le côté RH. Vraiment, aujourd'hui, KPMG adresse quasiment toutes les problématiques que peut rencontrer une entreprise aujourd'hui. Donc nous, les entreprises Web3, on va les accompagner, par exemple, pour être commissaire au compte, pour faire des audits de cybersécurité de type, par exemple, PASI. Donc c'est des audits qui sont requis pour justement avoir le statut PSAN. Donc on va les accompagner sur vraiment des missions qui sont assez différentes, des missions qu'on va adresser pour un client du CAC 40. D'accord. Donc on voit plusieurs choses. On voit la première, déjà, vous êtes énorme, vous êtes nombreux, 15, c'est vraiment, je pense, vous êtes une des plus grosses boîtes actuellement en France sur la partie consulting. Vraiment, bravo, félicitations. Ça doit être très intéressant au quotidien parce que quand tu mélanges autant d'idées, ça doit brainstormer super et ça doit être vraiment, vraiment cool avec l'écosystème. Vraiment, bravo pour ce que tu fais avec la société parce que c'est pareil, on voit que vous comme tu le dis, bon, déjà, KPMG, de base, c'est un écosystème, c'est une société, mais qui s'est transformée en écosystème où il y a tout dedans. Et en plus, il y a cette nouvelle branche. Et toi, dans cette nouvelle branche, qui est une passion, le Web3, sur lequel tu te développes en permanence, tu apportes vraiment tout un complément que les autres sociétés n'ont pas. On sait souvent que le problème des sociétés de comptabilité ou les sociétés de consulting de manière globale, on va dire Web 1, Web 2, elles n'ont pas cette partie blockchain. Donc, le fait d'avoir la partie blockchain au sein de KPMG, c'est juste incroyable. Et vraiment, bravo, parce que ça doit être trop intéressant. Et au niveau de vos clients, si vous êtes aussi nombreux, j'imagine que vous avez beaucoup de clients. Est-ce qu'il y a des chiffres du nombre de clients que vous accompagnez, soit de manière quotidienne, soit de manière annuelle, ou c'est quelque chose qui est pour l'instant confidentiel? Alors, en fait, je ne sais pas si ça va t'aider ou ça va être assez représentatif de ce qu'on peut faire au quotidien. Parce qu'il y a des clients qu'on va accompagner sur 1 an et demi, 2 ans, par exemple. Et d'autres, on va faire des missions de 2 semaines, 3 semaines. Ça va être des missions flash. Après, on est quand même, on a quand même été faire un tour chez beaucoup d'entreprises du CAC 40. Après, il y a une problématique, c'est qu'on est commissaire au compte, KPMG est commissaire au compte. Donc, si c'est une entreprise où le commissaire au compte est KPMG, on ne peut pas forcément faire des missions de conseil. Voilà, c'est incompatible en termes d'activité. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller chez tout le monde. Mais en tout cas, on adresse quand même assez largement ces trois verticales dont je te parlais, ces 3 cibles de clients. Aujourd'hui, notre activité, elle est quand même beaucoup concentrée chez les institutions financières et les acteurs PSAN. Un petit peu moins chez les corporates qu'avant, parce qu'en fait, on remarque qu'il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, toutes les entreprises du CAC 40, les gros corpos, étaient, on va dire, incentivés, étaient poussés à faire des travaux sur la blockchain et le Web3. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait beaucoup d'expérimentations. Certaines ont très bien marché, d'autres un petit peu moins. Donc, ça va dépendre aussi de beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, on voit que les directions innovation, c'est souvent eux nos interlocuteurs dans les boîtes, sont largement tournés vers l'IA. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit changement, un petit shift au sein des organisations sur ce type de technologie. Et pour autant, on a quand même certains convaincus qui reviennent nous voir sur des projets Web3 et
et qui pousse. Ouais, c'est fou. Donc voilà, Et moi, la j'ai plupart pas des gens. forcément de chiffres à communiquer, mais Pardon, je t'ai coupé, désolé. non, je disais, j'ai pas forcément de chiffres à te communiquer sur le nombre de clients, Ouais. etc. Ça va pas forcément être précis et ça va pas forcément te donner un bon indicateur de Ça comment on est occupé au quotidien, quoi. Ouais, ouais, mais ça nous permet quand même de voir un petit peu que, voilà, il y a une grosse masse et vos clients qui viennent vous voir, c'est soit des gens qui sont déjà dans l'écosystème Web3, des gens qui ou des gens qui sont pas du tout et qui sont juste curieux et justement, ils payent une société comme vous pour les accompagner et leur expliquer c'est quoi le Web3? Ouais, bah, tu vois, ça va dépendre. Il y a 3 ans, il y avait des entreprises qui venaient nous voir parce qu'elles avaient besoin justement de monter en compétence sur ces sujets. Donc on venait, on faisait une grosse partie acculturation auprès des directions financières, auprès des directions de l'innovation, de la stratégie ou du produit. Parfois on montait aussi, et même souvent, on montait au niveau du COMEX pour Mmh. acculturer tout ce qui était enfin, les exécutifs sur ces sujets. Mais maintenant, on voit quand même que dans toutes les organisations, il y a eu une montée en compétences. Il y a quand même, enfin, le Web3 parle à tout le monde maintenant. Alors ça ne veut pas dire que les interlocuteurs maîtrisent vraiment Ouais, c'est clair. la technologie, mais par contre, ils en ont quand même entendu parler. Ce n'est plus étranger pour eux. Donc on voit que ça a quand même changé. Nos typologies de missions, elles ont vraiment évolué dans le temps. On était beaucoup sur de la formation, de l'acculturation, de l'expérimentation il y a 3 ans. Maintenant, on est quand même sur des sujets beaucoup plus en profondeur. Notamment, on a beaucoup de missions liées à la conservation d'actifs numériques au sein des Mmh. banques et au sein des corporates. Parce que si tu veux livrer un produit en lien avec les cryptos, tu dois forcément maîtriser une brique essentielle qui est la custody. Ah, Donc, c'est tu clair. vas soit tu vas faire in-house ta solution de custody et tu vas gérer les actifs numériques pour ton compte et pour le compte de tes clients. Mais alors, du coup, ça implique d'énormes process de sécurité en interne. Donc, nous, on les accompagne là-dedans. Ou alors, tu vas avoir recours, et c'est souvent le cas, à une entreprise qu'on appelle un tech provider, que sont les entreprises très connues, d'ailleurs, dont une d'entre elles est suisse, donc Taurus, Fireblocks, Metaco, etc. Et donc ces entreprises-là, il faut leurs solutions, il faut qu'on arrive à les implémenter chez nos clients. Et donc là aussi, on intervient. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, et les entreprises l'ont bien compris, c'est que si tu veux distribuer des services ou des produits en lien avec les actifs numériques, il te faut cette brique essentielle de la conservation. Et de toute façon, c'est dans les prérequis des réglementations en cours, c'est-à-dire MiCA. OK. OK, très intéressant. La question que je me pose, c'est quels sont les plus gros défis qui viennent à toi, en tant que consultante? Parce que j'imagine que les gens qui arrivent, comme tu le disais, il y a des personnes avec qui tu dois faire un peu de la formation, que tu dois expliquer. Il y en a d'autres qui connaissent, mais il y a forcément des défis qu'on rencontre actuellement dans le Web3 parce que c'est très récent et c'est en train de se développer. Quels sont pour toi les défis actuellement que tu as, pour accompagner ces gros acteurs? Alors, ça va dépendre. Euh, Ouais. Réglementation sûrement? oui, tu veux dire les défis que eux rencontrent ou que moi je rencontre? Ah bah ça, les 2. C'est les défis qu'eux, ils rencontrent et que tu dois solutionner et du coup, quels défis toi tu rencontres, à leurs problématiques? Ok, alors les défis que eux rencontrent, effectivement, c'est beaucoup lié à la réglementation. C'est Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Surtout qu'aujourd'hui, la réglementation se précise, mais ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc, c'est c'est très lié à la réglementation. Par contre, moi, enfin, et nous, les défis qu'on rencontre au quotidien, alors effectivement, c'est les réticences, mmh. notamment dans le secteur financier. Dans le secteur financier, effectivement, les choses ont bougé, mais il y a quelques années de ça, tu parlais d'actifs numériques même tu parlais de crypto-actifs à une banque, c'était pas possible. Donc maintenant, les banques ont évolué parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait vraiment des sujets, qu'elles perdaient déjà pas mal de clients en ne s'intéressant pas à ces sujets du Web3. Mais donc, du coup, vraiment les challenges que nous, on rencontre, c'est ces réticences de prime abord. Alors après, une fois qu'on commence la culturation, qu'on commence à parler de ces sujets, on déconstruit les préjugés. Mais Ouais. c'est vraiment, il y a beaucoup de réticences
voilà, les cryptoactifs, ça finance le terrorisme, c'est polluant, c'est beaucoup de choses comme ça qui reviennent. C'est scammy. Mais C'est scammy, c'est une arnaque, c'est Ponzi, exact, Mmh. exactement. Mais tu vois, si on redescend sur, par exemple, les banques, aujourd'hui, en fait, elles ont compris qu'il y avait, je dirais 3 sujets, en fait, pour elles, selon leur appétence au risque. C'est-à-dire que de une, elles voient qu'il y a une grosse part de leurs clients qui envoient des fonds, qui font des transactions vers des acteurs crypto. Donc généralement, c'est des exchanges. C'est des plateformes d'exchange comme Kraken, Binance, Coinbase, Paymium, ou autres. Et donc ces banques-là, forcément, elles ont besoin de comprendre pourquoi ces flux, vont chez ces acteurs, et le premier réflexe, la première réaction, c'est de bloquer ces flux. Et donc on entend souvent parler, les utilisateurs très mécontents parce qu'ils ne peuvent plus envoyer des virements, vers, par exemple, des plateformes comme Kraken. Et donc du coup, ils ne peuvent plus utiliser leur service Kraken, puisque généralement un des 2 moyens pour approvisionner son compte Kraken, c'est de faire un virement depuis sa banque. Mmh. Donc la réaction la plus simple, c'est de bloquer. La deuxième réaction, c'est de comprendre et puis d'évaluer si, les, plateformes vers lesquelles les utilisateurs envoient leurs fonds, bah, sont risquées ou pas. Voilà, après c'est la banque qui fait son assessment par rapport à ces critères. Donc du coup, elles ont commencé à se dire: «Bah, on va s'outiller avec, par exemple des, logiciels de KYT, donc Know Your Transaction, pour évaluer en fait ces exchanges, qui sont-ils? Est-ce qu'ils respectent les prérequis en termes de, lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, et cetera?» Et donc elles ont commencé à s'équiper pour comprendre un petit peu plus. Le deuxième point, c'est que, et on n'y est pas pour rien parce qu'on a fait une étude, on fait une étude chaque année, en collaboration avec l'ADAN, qui est l'association, pour le développement des actifs numériques en France, et Ipsos. Et chaque année, en fait, on montre qu'il y a une part de plus en plus importante de Français qui font l'acquisition d'actifs numériques, de crypto. Et on a, notamment cette année 23, donc c'est 12% qui en ont, et 23% des Français qui envisagent d'acquérir des, actifs numériques. Donc c'est OK. quand même une part assez importante. Et parmi les Français, du coup, qui détiennent les cryptos, on voit qu'il y a énormément de jeunes. J'ai les chiffres sous les yeux, parce que je voulais me rafraîchir la mémoire, avant de faire le podcast. On a Parfait. 57% des détenteurs qui ont moins de 35 ans. Donc tu vois, pour, les banques qui Énorme. aujourd'hui peinent à trouver, parmi la clientèle, à aller chercher les jeunes, en fait, c'est quand même un argument de taille. Et on a posé les questions, appropriées justement, via ce questionnaire. On leur a demandé, les plateformes d'acquisition pour les détenteurs actuels, c'est lesquelles? Les 3 premières, tu vois, c'est Binance, Crypto.com, Coinbase. Ensuite, tu vas avoir des acteurs un peu plus traditionnels, Revolut, Lydia. Mais Ah par OK. contre, quand on demande aux Français, si demain, en fait, en gros, quel acteur tu veux pour faire l'acquisition de crypto? Eh beh, ils te répondent: «Les banques, ma banque», à 21%. Et en fait, c'est complètement logique parce qu'aujourd'hui, le métier de la banque, c'est de faire la conservation de ta monnaie fiduciaire, donc de ton épargne, de ton compte courant, même de tes titres financiers, parfois même de tes objets de famille, parce que, effectivement, dans les banques physiques, on a des coffres forts dans lesquels tu mets tes bijoux, et cetera, et autre chose. Donc c'est quand même, cohérent que demain, ou même aujourd'hui, s'ils se réveillent assez, rapidement, les banques fassent la conservation d'actifs financiers, que tu possèdes. Et en fait, les Français aujourd'hui, ils ont pas forcément envie d'avoir ce tracas de gérer une clé privée, et cetera, d'avoir ce risque et de cette responsabilité. Ils veulent déporter ça à leur acteur de confiance qui est leur banque. Donc c'est pour ça, tu vois, que les banques, elles ont commencé à changer un petit peu de paradigme, via ces études, via, en fait, les chiffres même qu'eux voyaient en interne quand ils ont vu qu'il y avait énormément de flux vers des plateformes, crypto. Donc ça commence un petit peu à évoluer, et donc nous, on travaille pas mal avec les banques, donc on peut le dire, hein, on voit quand même, en plus, il y a des personnes qui portent les sujets Web3 en interne chez les banques, Mmh. qui sont vraiment convaincus, et donc ça nous aide énormément, et qui même montent des équipes.
Il y a eu une annonce d'ailleurs assez récemment au moment de Vivatech du Crédit Agricole qui a lancé justement le groupe Digital Asset et donc qui justement rassemble des référents parmi les différentes branches du Crédit Agricole. Donc voilà, ils travaillent vraiment sur ces sujets de plus en plus. Donc au niveau du coup du retail, mais après il y a aussi un autre sujet qui les intéresse et sur lequel on travaille avec les banques, c'est tout ce qui est lié à la tokenisation d'actifs financiers. Donc, tokenisation d'actifs financiers, c'est quoi? C'est emprunter les caractéristiques des actifs, des actifs numériques et les mettre sur des actifs tradis, que ce soit des obligations, des actions ou autres. Et donc, ça permet énormément d'avantages, et donc elles l'ont bien compris. Et d'ailleurs, on a réalisé une étude sur la tokenisation auprès d'une institution financière, et on se rend compte que effectivement, ça t'aide à fractionnaliser tes titres, par exemple. Donc, ton ticket d'entrée pour investir dans un produit, il peut être réduit via la fractionnalisation de titres financiers qui est permise par la tokenisation. Tu peux te permettre, en tant qu'asset manager, de diversifier tes produits grâce à la tokenisation, parce que ça va être probablement plus facile, par exemple, de mettre dans ton portfolio des produits liés à l'immobilier, par exemple, une fois que c'est tokenisé. Donc, il y a quand même des avantages à la diversification. Et ensuite, tu vas pouvoir tracer et apporter une transparence beaucoup plus fine de tes produits financiers. Et ça a d'ailleurs été mis en exergue par la Société Générale qui, il y a quelques mois, a lancé une obligation verte tokenisée et dans laquelle, quand tu allais voir le smart contract de l'obligation tokenisée, tu pouvais aller voir du coup l'impact, l'empreinte carbone liée à l'infrastructure numérique de l'obligation, directement dans le smart contract. Donc, tu vois ça, c'est des petits projets, on est encore très en amont, mais ça te montre que sur la transparence, on avance sur ces sujets. Et puis après, il y a la composabilité, interopérabilité, mais qui est vraiment sur une vision long terme. C'est si demain un acheteur souhaite réutiliser son bon tokenisé sur Ethereum en le déposant en collatéral sur un protocole permissionné, etc. Comment ça se passe, tu vois? Alors ça, c'est vraiment une vision long terme. On n'est pas encore prêt, je veux dire. Les institutions financières ne sont pas encore forcément prêtes pour aller aussi loin, mais intellectuellement, c'est intéressant d'imaginer ce que ça pourrait être la suite. Ouais, le collatéral, c'est vraiment quelque chose d'important pour les gens qui connaissent un peu plus l'immobilier. C'est comme le nantissement. Donc, c'est en gros mettre en collatéral ou en gage une partie de vos tokens contre du cash. Il y a des sociétés qui travaillent dans l'écosystème et qui essayent de le développer, mais comme le dit Hélène, c'est très très long et ça prend encore du temps. C'est super intéressant de t'écouter parler, Hélène, pour deux raisons. Parce que déjà, tu arrives à vulgariser vraiment super bien. On sait souvent que le problème dans le secteur, c'est que les gens utilisent des mots super compliqués à comprendre, très tech. On a des gens qui sont des pointures et qui sont des ingénieurs et qui ont des idées et ils expliquent les choses de leur manière très facile, mais pour les gens qui nous écoutent sur le podcast ou pour les gens qui veulent comprendre un peu c'est quoi le Web3, bah, ils ont besoin de personnes comme toi qui ont une énorme connaissance mais qui arrivent à vulgariser. Vraiment, c'est très intéressant. Et en plus, la deuxième chose, c'est qu'en fait, tu parles de sujets qui sont concrets. Et ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on a des gens qui parlent et qui ne prennent pas forcément de cas concrets. Toi, tu arrives, tu as tes use cases, tu dis voilà, nous avec les banques, voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi on travaille sur le secteur crypto, voilà pourquoi on travaille sur les RWA, tokenisation, etc. Et c'est très intéressant de t'écouter parler parce que du coup, on voit un peu aussi l'envers du décor et c'est très passionnant. Là, j'ai une question pour rebondir là-dessus. C'est vrai qu'on voit de plus en plus les banques qui sont en train de s'ouvrir. Il y a aussi des néobanques maintenant qui proposent aussi directement des cryptos à leurs clients et peut-être potentiellement plus tard même des tokens de sécurité comme de la tokenisation ou même de l'utility token. Est-ce que tu penses, toi, que c'est quelque chose sur lequel c'est une direction sur laquelle on va et sur lequel le Web3 est en train de se développer? On sait qu'il y a eu plusieurs hypes dans l'écosystème. Il y a eu la hype Bitcoin, après Ethereum, puis après la hype des ICO, puis après les NFT. Et là, on est en train d'arriver sur une nouvelle hype. Moi, j'ai l'impression que la nouvelle hype, c'est tout ce qui est RWA, tokenisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages aussi? Est-ce que tu sens de plus en plus de gros acteurs qui viennent se renseigner aussi là-dessus? Ou pour l'instant, tu
tu n'as pas forcément cette même sensation? Ouais. On a pas mal d'acteurs effectivement qui viennent nous voir sur ces sujets de tokenisation. Donc c'est surtout des institutions financières parce qu'elles voient effectivement des initiatives en lien avec la tokenisation. Notamment, on a vu des fonds d'investissement tokenisés. Donc c'est intéressant. On a aussi un acteur de l'écosystème que tu as, je crois, interviewé, Marc de Cryptown. Kepenegan? Ouais. Oui, oui. Donc qui est Ouais. effectivement une pointure sur le sujet, qui est d'ailleurs président du comité de tokenisation de l'ADAN auquel on participe. Et on a d'ailleurs une consultante qui est vice-présidente de ce comité. Donc effectivement, après, la tokenisation de ces actifs, en fait, c'est toujours un peu compliqué parce que on tokenise voilà, de l'immobilier, des obligations, d'autres choses. Et en fait, il faut comprendre qu'au niveau réglementation, bah, comment ça se passe En fait, on est toujours en lien avec le sous-jacent qu'on tokenise. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est quand même assez compliqué au niveau réglementaire. Bah, ça évolue, mais très doucement. On a le régime pilote que je pense que Marc en a beaucoup parlé, qui aide les acteurs à se positionner. Et c'est hyper important parce qu'en fait, s'il n'y a pas de cadre réglementaire, ça ne va pas pousser les entreprises à engager des projets là-dedans parce que bon, ça ne sert à rien de construire quelque chose pendant 2 ans si après la réglementation, elle te met quand même un stop ou elle te demande d'autres prérequis. Donc effectivement, nous, on a quand même eu la chance en France d'avoir déjà le cadre, donc la loi Pacte qui donnait le statut PSAN. Là, on a le régime pilote qui encadre un petit peu plus la tokenisation. Mais effectivement, je pense que tu l'as dit, hein, c'est un des sujets qui est très trendy en ce moment, que nous, on voit beaucoup sur nos bureaux. Et tu mentionnais au tout début qu'il y avait effectivement des plateformes, des néobanques ou des banques en ligne qui proposaient une exposition, du coup, à des actifs numériques ou même d'autres choses. Mais donc, c'est quand même 2 sujets différents. Tu vois, par exemple, Lydia, je ne sais pas si tu parlais de ça, mais Oui. Lydia, par exemple, propose une exposition aux actifs numériques à ses clients. Et donc, derrière, tu vas avoir des partenaires comme Bitpanda, donc un exchange qui est enregistré PSAN, Bitpanda, et qui va en fait fournir toute l'infrastructure technique à Lydia pour pouvoir proposer ce type de service. Donc, après, on a 2 sujets. Mais effectivement, je trouve que c'est également un sujet qui est très tendance, on va dire, aujourd'hui, et à raison, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément d'avantages à la tokenisation d'actifs financiers. Ok, ok. Bah, merci pour le partage et ces différentes explications. Moi, je trouve vraiment toujours une fois très intéressant ce que tu fais, ce que tu expliques. J'ai une question qui me vient, c'est est-ce que tu peux nous partager des use case de sociétés que tu as accompagnées, peut-être des projets innovants. Pareil, je sais qu'il y a une partie confidentialité, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas dire, peut-être tu ne peux pas partager les noms. Et voilà, ça, on le comprend, mais peut-être voilà, nous prendre un exemple concret d'un projet que tu as accompagné dans le Web3, que tu es en train d'accompagner et qui était vraiment qui est intéressant à connaître. Oui, absolument. Un des premiers use cases qui me vient à l'esprit, et c'est normal parce que donc c'est moi qui l'ai développé avec l'entreprise, Bravo. et c'est public, donc du coup c'est parfait, on peut en parler. Très bien. C'est Edenred. Je ne sais pas si tu as vu, Ah, il y bien sûr. a 1 an de ça, il y a eu des articles qui ont été publiés sur une expérimentation qui a été réalisée par Edenred. Donc voilà, si on reprend un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, bah, c'est parti. C'était complètement la démarche classique chez un corporate. C'est qu'on est venu, on a commencé à discuter avec les équipes Inno, Strat et Produits sur les technologies Web3. Qu'ils ont commencé avec quelques sessions d'acculturation pour comprendre vraiment la techno, comprendre les avantages. Et ensuite, on a fait une première phase d'identification de cas d'usage. On avait une dizaine de cas d'usage qui auraient pu être pertinents. Et on s'est dit, bah voilà, Edenred, le cœur de métier, pour ceux qui ne connaissent pas cette très belle boîte française, le cœur de métier d'Edenred, c'est de fournir des tickets restaurants. Donc des tickets restaurants papier ou carte. Et donc on s'est dit, bah là, rien de mieux que d'apprendre en faisant.
Donc, on va répliquer le système de tickets restaurant sur blockchain. Et donc, on a commencé à développer sur 3 mois. On a développé une application, donc avec un front. On a onboardé une cinquantaine de salariés en fait, chez Edenred, avec 5 restaurateurs qui étaient aux alentours. Et on a construit cette application et derrière un smart contract qui permettait aux salariés d'Edenred d'aller payer leur ticket resto, d'aller payer leur repas avec justement l'application qu'on avait appelée CryptoPay, donc, qui nous permettait de payer en crypto. Donc, on avait pour l'occasion créé un stablecoin ad hoc sur lequel on avait mis, donc dans les règles du smart contract du token, on avait répliqué toutes les règles de paiement des tickets restaurants. Donc, tu dois les connaître, hein, on ne peut pas payer plus de 25 € par jour, on ne peut pas payer avec sa carte ticket resto pendant le week-end, pendant les jours fériés, etc. On avait répliqué toutes les règles de paiement dans le smart contract. Et c'était hyper intéressant pour Edenred parce qu'ils se sont rendus compte que via un dashboard, une interface admin assez simple, ils pouvaient, pour tous les utilisateurs des tickets restaurants on-chain ou une partie, changer les paramètres très très facilement. Voilà, j'augmente les 25 € par jour, je les augmente à 30. Je sélectionne les adresses sur lesquelles je veux que ça s'applique. Et puis hop, je valide via le dashboard. On avait utilisé à l'époque OpenZeppelin Defender, ceux qui connaissent. Donc c'était quand même une interface assez tech, mais bon, en tout cas c'était aussi la démarche, tu vois, c'était que nos interlocuteurs se mettent vraiment les mains dans le cambouis. Et donc c'était hyper passionnant. On a rené l'expérimentation pendant un peu plus de 6 mois, je crois. Les utilisateurs étaient assez contents parce qu'en plus on les a onboardés sur des sessions spécifiques, tu vois, où on leur a expliqué un petit peu la crypto, comment ça marchait. Et après on leur a mis dans les mains le produit. Donc on a eu beaucoup de retours d'expérience. Chez les commerçants également. Les commerçants qui disaient voilà, c'est très très bien, c'est innovant, etc. Par contre, voilà, nous on aimerait bien que en fait tous les moyens de paiement ils soient centralisés sur le même device. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as du cash, tu as des tickets restaurant papier, tu as des cartes. Si demain, tu vois, tu as un troisième device, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, ça a été le cas d'usage qu'on a développé chez Edenred, qui a permis à nos interlocuteurs de monter en compétences, de se rendre compte qu'avec le Web3, on pouvait paramétrer beaucoup plus facilement. Donc, il y avait vraiment des avantages, mais côté Edenred. Côté utilisateur, on s'est rendu compte qu'en fait, l'expérience utilisateur, elle était primordiale. C'est-à-dire que l'utilisateur aujourd'hui, que ça soit un produit Web3 derrière ou un produit Web2 tradi, il ne faut pas qu'il s'en en aperçoive. Il faut que ça soit complètement fluide pour lui et qu'il n'ait aucun pain au moment de l'expérience, avec une totale abstraction technique. Il ne faut pas qu'il y ait de wallet, de clés privées, etc. Ça, on s'est vraiment rendu compte de ça, même si c'était quand même assez évident. Et ce qui est peut-être important de mentionner, c'est qu'on a fait l'expérimentation sur le réseau Arbitrum, qui est une layer 2 de la blockchain Ethereum, qui donc permet des transactions plus rapides, moins chères, plus scalables. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, les transactions, c'était un réseau qui était complètement approprié pour ce genre d'exercice. Après, forcément, on a fait ça, c'était 2022. Donc la scalabilité du réseau n'était pas celle d'aujourd'hui. On voyait qu'en termes de rapidité, de coût, c'était pas mal, mais qu'il y avait encore des progrès à faire. Mais voilà, c'était une expérience qui était complètement réussie et très enrichissante du côté d'Edenred. Et voilà, on verra si pour la suite, ils développent en live des tickets restaurants. Non, mais à part la blague, ce qui était aussi enrichissant de voir, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu mets cette couche de conservation des actifs, parce qu'Edenred, du coup, a déployé un wallet corporate en interne, après, tu mets la couche paiement sur lesquels tes flux passent, les flux des utilisateurs passent. En fait, après, tu peux imaginer rajouter des services additionnels complémentaires sur cette même infrastructure de paiement en proposant justement
aux utilisateurs d'avoir des programmes de fidélité adossés en fait à la data qu'on peut récupérer des transactions qu'ils font au quotidien avec leur crypto. Donc, tu vois, tu peux commencer à imaginer toute une panoplie de services additionnels et c'est là qu'on voit la valeur pour les utilisateurs. Parce que comme je te le disais, à la base, on a répliqué les tickets restaurants on-chain. Bah, côté utilisateur, tu n'avais pas forcément d'avantage. C'était quand même la même chose, peut-être en plus fluide ou moins fluide, mais c'était la même chose. Là, on se dit, une fois qu'on a mis cette couche de paiement, qu'est-ce qu'on peut construire au-dessus? Et c'est là où ça unlock d'autres cas d'usage. Super intéressant. Si par exemple, je suis une société comme Edenred ou dans un autre écosystème et que j'ai besoin de tes services, quel est le meilleur moyen pour te contacter ou contacter, justement ta boîte pour pouvoir travailler avec toi? LinkedIn, comment on fait? Oui, LinkedIn, après on est assez visible tant sur les médias que dans les salons, etc. Mais LinkedIn, ça marche très bien. OK, parfait. Bah, on partage ton LinkedIn et dans tous les cas, il y aura des liens en commentaire sur le site internet et le LinkedIn aussi d'Hélène directement pour que vous puissiez, la contacter. Tu parlais juste avant là que vous êtes aussi présent sur des salons. C'est quelque chose qui est important pour toi? Tu vas de plus en plus sur des salons, pour rencontrer la communauté? Est-ce que c'est pour rencontrer des potentiels futurs clients, des acteurs déjà existants? Quelle Oui, est ta sensation par rapport aux events? on essaye de faire, autant que faire se peut, pas mal d'events. Par exemple, là, on a Let's Ici en Belgique qui va être cet été, donc qui a été décalé. Normalement, c'est à Paris, mais avec les JO, ils ont fait ça en Belgique. Donc Let's Ici, on y va souvent parce que nos techs participent à l'hackathon qui est organisé par Let's Ici. Ah bah oui. Oui, donc on essaye justement de participer au maximum à des hackathons pour creuser, en fait. Ça nous permet d'aller discuter avec d'autres techs et creuser certains sujets. Sinon, on est beaucoup dans l'écosystème via la DAN, parce qu'on est on est au board, au conseil d'administration de la DAN, KPMG. Donc du coup, on est en contact avec tous les membres et on va aux différents événements. On essaye, voilà, il y a 2 jours de ça, j'étais au Proof of Talk de Paris, qui était Mmh. organisé à Paris. On essaye de faire tous les events possibles. Pourquoi? Parce qu'on peut effectivement y rencontrer des futurs clients, que ça soit des institutions financières, des corpos ou des entreprises Web3 qui veulent des conseils sur la partie conformité, réglementation, etc. Et de deux, en fait, on a à cœur de comprendre l'écosystème, de rencontrer les prestataires, parce que c'est essentiel. Tu vois, demain, on a une entreprise qui nous demande quelle est la meilleure solution de conservation d'actifs numériques sur le marché, le meilleur logiciel de KYC sur la partie relation client. On doit en fait être à même de connaître tous les acteurs de la place suffisamment pour pouvoir aussi faire une évaluation de ces derniers acteurs. Donc c'est pour ça qu'on s'attache vraiment à aller sur ces salons, à rencontrer les entreprises Web3, même si ce n'est pas forcément des futurs clients. C'est juste pour entretenir le réseau. C'est hyper important pour nous. Ouais, c'est important et souvent même les acteurs ont du mal à se rendre compte de l'importance d'être dans ces événements, mais c'est le meilleur moyen pour hyper connecter. En fait, on se rend pas compte, mais quand on va dans un événement, c'est bien, on peut hyper connecter par mail, on peut hyper connecter sur LinkedIn, on peut hyper connecter partout, mais en fait, le physique, c'est quand même quelque chose qui est différent, donc ça permet de voir les gens d'une autre manière, de leur parler en physique et ça permet d'aller aussi se rendre compte des projets qui existent, donc je comprends ta vision par rapport à ça. Il y a quelque chose sur lequel, chez KPMG, vous faites et vous travaillez beaucoup, c'est la partie, CBDC. Est-ce que tu peux, nous en dire plus un peu sur cette partie-là? Comment vous le développez et ce que vous faites pour ce secteur? Oui, en fait, la partie CBDC, donc, ou MNBC en français, donc monnaie numérique de banque centrale, c'est un sujet qui a émergé en 2020 au niveau de l'Europe avec des consultations publiques. C'est un sujet qui n'est pas forcément fondamentalement lié à la crypto.
Alors après, ça a émergé aussi en réponse à la croissance de l'écosystème crypto, parce que Mmh. les États voilà, ont compris qu'on avait des technologies DLT, qui s'appellent les technologies distribuées, qui étaient performantes et qui auraient pu, qui pourraient apporter des avantages sur comment on fait transiter de la valeur. Donc les États ont commencé à s'intéresser à ces technos, à développer des projets en réaction, justement aux gains de popularité qu'avaient les actifs numériques, et donc maintenant, il n'y a pas une banque centrale qui n'a pas son, projet, son sujet, MLBC. Donc forcément, nous, on a regardé le sujet. On a travaillé du temps de blockchain partner avec la Banque de France, parce que la Banque de France a, sa propre infrastructure, de DLT. Et aujourd'hui, en fait, la BCE donc a terminé une phase d'étude qui a duré un peu plus de 2 ans, où donc elle a regardé les questions liées à la conception, à la distribution d'un euro numérique. Et donc aujourd'hui, la BCE est sur une phase préparatoire où, en gros, elle va définir les règles du futur euro numérique, choisir l'infrastructure, donc blockchain privé, blockchain public, DLT, autres, on ne sait pas encore, et les prestataires qui vont du coup l'aider à développer cet euro numérique. Donc c'est forcément un sujet qui, on va dire, qui nous concerne. Alors, encore une fois, on ne sait pas trop si ça va toucher la crypto ou pas, mais on est obligé de s'y intéresser parce que voilà, on parle de la monnaie, on parle forcément d'interopérabilité ou pas avec l'écosystème crypto. Donc, tu vois, c'est des sujets qui quand même nous touchent de près ou de loin. C'est Et clair. donc on les suit. Et donc on répond à des appels d'offres concernant ce sujet parce que les banques s'y intéressent. La Banque centrale européenne et la Banque de France font des expérimentations sur un euro numérique qui est destiné au retail et au corpo, donc qu'on appelle euro numérique wholesale. Et voilà, c'est des sujets qu'on regarde, mais qui sont assez complexes, hein. Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Après, pour, beaucoup de gens, c'est encore quelque chose qui est lointain, donc ils ont du mal, encore à se rendre compte de ce qui est en train d'arriver. Mais effectivement, c'est c'est Mais, c'est aussi une possibilité et c'est bien d'être, connecté à ça. Tu voulais rajouter quelque oui, chose de mais tu vois, même les acteurs institutionnels entre eux, si tu veux, ça émane de la BCE. Pourquoi? Parce que la BCE, en fait, aujourd'hui, elle y voit son intérêt, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, le seul moyen d'avoir de la monnaie numérique de banque centrale en tant que citoyen aujourd'hui, c'est les espèces. C'est ouais, la vraie monnaie publique, puisque l'argent que tu as en compte en banque, c'est de la monnaie qui est commerciale, qui vient du coup des banques commerciales. Donc, forcément, la BCE, il voit un intérêt en pouvant donner accès aux citoyens à sa monnaie publique. Par contre, qui va faire, si on se projette dans un euro numérique, parce qu'on n'est pas encore sûr que ça va être implémenté et déployé, hein. Il y a une décision finale qui arrivera plus tard. Si on se projette, en fait, ça va être les banques, nos interlocuteurs. Ça va être les banques qui vont nous onboarder en tant que clients, faire le KYC, donc du coup prendre une part de risque. Et donc, il y aura beaucoup en fait, de nouvelles tâches et responsabilités qui vont être confiées aux banques commerciales. Mais en fait, les banques commerciales, à l'euro numérique, quel est l'intérêt pour elles? Parce qu'aujourd'hui, plutôt demain, si je suis un client de la banque A, on va dire, pour ne pas la nommer, et que je veux que 3 000 €, puisque c'est plutôt de ces seuils-là dont on parle, 3 000 € de monnaie commerciale soient convertis en MNBC, donc en euros numériques. En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la banque? C'est qu'elle va aller piocher dans ses réserves et elle va convertir de l'argent. Elle va libérer de l'argent qu'elle a en réserve et le convertir en euros numériques. C'est comme si, en fait, tu faisais un retrait d'espèces. Mais donc, si tout le monde fait ça, ça veut dire que tout le monde commence à tirer sur les réserves des banques commerciales. Et donc, pour elles, c'est une perte de liquidité et c'est un risque important. En plus des efforts qu'elle doit faire pour onboarder les clients sur l'euro numérique.
Donc aujourd'hui, il faut qu'elles arrivent, les banques commerciales, à y trouver leur intérêt sur cet euro numérique. Donc ça fait partie des discussions qui sont en cours entre les banques, la BCE, la Banque de France, etc. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de risques, de responsabilités qui vont être déléguées aux banques, et il faut qu'elles puissent trouver leur intérêt en, par exemple, créant des services additionnels, des services ajoutés sur cet euro numérique. Mais voilà, quand je te dis, c'est pas un sujet qui est simple. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce sujet, notamment chez les banques. Et puis, il y a quand même la valeur ajoutée côté utilisateur, elle n'est pas forcément définie encore. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des solutions qui fonctionnent très bien. On a des paiements instantanés, on peut payer au sein de l'Union européenne, même à l'étranger, avec des cartes sans problème, tu vois. On n'a pas beaucoup de pain en tant qu'utilisateur. Donc, qu'est-ce que ça vient en fait apporter, un euro numérique? Oui. Donc, Vu tous ces comme ça. sujets-là, c'est encore en discussion. Ouais, Mais je c'est très comprends. intéressant. Vu comme ça, effectivement, c'est très intéressant ton point de vue parce qu'on se rend compte, tout le monde dit: «Oui, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver». Bon, bah, déjà, comme tu le dis, c'est pas voté, donc c'est pas près d'arriver et puis après, si c'est voté, bah, ça va prendre du temps. Donc en tout cas, c'est très intéressant, ta façon de voir et l'explication que tu as autour. Encore une fois, tu vulgarises super bien, donc vraiment merci. Est-ce que vous avez des sujets liés aussi, au métaverse? Est-ce que c'est des sujets que vous traitez ou pas forcément? Pas vraiment. Pour être Ouais. honnête, le métaverse, c'est des sujets qu'on traitait peut-être il y a 3 ans, en lien aussi avec les NFT. Maintenant, c'est un sujet qui est... Enfin, on a pu traiter ce sujet aussi avec des entreprises du gaming, mais c'est pas des sujets qu'on traite en ce moment. Mais d'ailleurs, il y a eu une levée de fonds par The Sandbox il y a pas Mmh. longtemps, qui a remis un peu le sujet du métaverse au goût du jour. Mais c'est pas des sujets qu'on voit beaucoup. Ouais, non, c'est sûr, Mais c'est sûr. parce qu'il n'y a pas forcément d'initiative, tu vois, adossée. Bah, pour les gros acteurs, c'est vrai que ça ils ont beaucoup ralenti. À un moment, c'était la grosse mode, je dois être sur bah, en fait, depuis que Facebook s'est transformé en Meta et tout le monde s'est dit: «Oh là là, mais il me faut aussi que j'ai mon métaverse». Donc, comme d'hab, c'est la hype, il y a tout le monde qui court partout pour avoir, son propre métaverse. Puis Mmh. après, ils sont tous calmés en disant: «Oui, mais bon, comme les métaverses, ils sont pas encore pour l'instant interopérables, est-ce que ça vaut le coup que je fasse le mien maintenant?» Du coup, ils ont tous un petit peu reculé, ils sont un peu plus, ils sont un petit peu plus détendus sur cette partie-là. Peut-être que c'est quelque chose, enfin, je Oui, sais pas, peut-être c'est quelque chose qui reviendra. peut-être. Après, on a vu aussi des marques qui créent leur propre métaverse, enfin, qui créent leur NFT, qui créent leur propre métaverse derrière. Il y a eu Adidas, il y a eu Nike, il y a eu Lacoste, Ouais, qui ont fait des initiatives là-dedans. Mais nous, ce qu'on voit plus maintenant émerger, c'est autour des NFT, mais NFT comme support technologique de base pour les Digital Product Passport. ouais, Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, bien sûr. mais Digital, donc les DPP, c'est quelque chose qui émane aussi de la réglementation, qui va être du coup obligatoire en 2027. Et donc pour l'instant, le standard, c'est un peu comme le sujet de l'euro numérique, tu vois, le standard technologique du DPP n'est pas encore défini, il ne le sera sûrement pas. En fait, chacun pourra un peu faire ce qui lui semble le plus pertinent. Mais effectivement, on voit pas mal de marques se dire, bah, en amont du Digital Product Passport, moi, je vais développer des NFT qui vont être attachés à mes produits, par exemple de luxe, donc des sacs à main, des montres ou autres, et qui vont permettre en fait de retracer tout le cycle de vie du produit. Donc, Mmh. conception, vente, marché secondaire, etc., etc. Ce qui va permettre à l'entreprise d'avoir une vision optimale et 360 sur son produit, et surtout sur le marché secondaire, ce qui est assez rare quand même. Et en fait, c'est un manque à gagner énorme pour les entreprises, et encore plus au niveau automobile, parce que tout ce qui se revend au marché secondaire, les entreprises ne touchent rien là-dessus. Et en tant qu'utilisateur, ça va te permettre d'avoir
une meilleure visibilité aussi sur le produit, la conception, qui a été propriétaire de ton produit avant toi. Il y a une meilleure traçabilité. Donc là, on voit pas mal d'initiatives, de cas d'usage, de clients qui viennent nous voir sur ces sujets-là. Ah d'accord. Et et toi qui es dans l'écosystème depuis un bon moment maintenant, ça fait déjà quelques années, comment tu vois cette progression du Web3? Est-ce que tu trouves que ça progresse assez vite ou est-ce que tu trouves que pour l'instant c'est encore long et l'adoption elle est lente? Euh, alors, c'est c'est une question difficile, qui est commune mais qui est difficile, parce qu'en termes d'adoption, on va pas dire qu'elle est lente, parce que ça fait quand même quelques années que Bitcoin est arrivé et que donc du coup tout l'écosystème est arrivé. On a plus de 10% des Français qui détiennent des cryptos aujourd'hui, donc je ne parle pas des autres pays. Donc c'est quand même une adoption qui a été très rapide, qui est de plus en plus, enfin qui est croissante, une adoption qui est croissante. Côté institutionnel, c'est pareil. On a vu des, euh, des grandes institutions se mettre dans ces sujets-là. Je ne parle pas non plus des corporates comme le mot m'échappe, le MicroStratégie, qui ont Oui. investi toutes leurs trésors quasiment dans Bitcoin. Mais il y a vraiment des institutions financières qui aujourd'hui ont des départements entiers dédiés aux activités du Web3, etc. Donc l'adoption, elle est là. Là, on a passé un hiver un peu compliqué et on voit que le marché reprend du coup reprend des couleurs. Donc, et nous, on le ressent au niveau des clients qui viennent nous voir et qui ont d'autres projets. On sent que ça redémarre. Euh, on a aussi des sujets d'IA, comme je te dis, qui sont là aussi en train de batailler au sein des corporates. C'est quand même deux sujets qui sont hyper présents. Donc voilà, moi je suis assez optimiste et c'est aussi pour ça que je suis chez KPMG, que je suis dans le secteur. En fait, je pense que aujourd'hui, si on est dans l'écosystème, c'est qu'on y croit, c'est qu'on a des convictions et c'est qu'on sait que c'est le futur de la finance et le futur de la tech. C'est par là que ça passe. Ouais, c'est clair. Peut-être qu'aussi ce qui manque encore, c'est l'adoption, publique. Alors comme tu disais, c'est 10 ou 12 de la DAN, ce que disait la DAN, des Français qui détiennent des cryptos, c'est quand même énorme. C'est plus que la plupart des autres actifs qu'ils pourraient posséder en si peu de temps, c'est vraiment énorme. Mais peut-être que l'adoption du public, elle est encore un petit peu lente, malgré que, comme tu le dis, il y a quand même déjà beaucoup de gens. Est-ce que pour toi, tu penses que le fait qu'il y ait un peu plus de public, de grosses sociétés, on entend BlackRock, voilà, il y a de plus en plus de gros qui sont dans l'écosystème. Est-ce que c'est ça qui va faire encore plus accélérer? Bon, il y a aussi bientôt un bull run. Si on n'est pas déjà en bull run, il y a un bull run qui va arriver. Donc forcément, on sait que les bull runs, c'est les phases où tout ce qui est l'écosystème Web3 est mis en lumière. Est-ce que tu penses aussi que ça peut être quelque chose qui joue? Oui, oui, complètement. Alors, tu l'as mentionné, BlackRock et les ETF Bitcoin ont aidé. Les ETF euh, Ether vont aussi probablement beaucoup plus se développer. Donc là, c'est en voie en fait de déblocage, on va dire. Donc ça va aider. Ensuite, comme tu l'as dit, l'adoption, elle passe au niveau du retail. Mais en fait, l'adoption retail, je pense qu'elle ne se fera pas de la même manière qu'elle s'est faite sur les dernières années. C'est-à-dire que, voilà, je suis un individu, je vais prendre un wallet MetaMask, je vais aller sur les protocoles, etc. Moi, je pense que l'adoption Web3, elle va passer par les corpos, par les institutions financières qui vont lancer des produits et des services en lien avec les actifs numériques, mais avec une totale abstraction technique. Ouais. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer que 80% des citoyens vont avoir les compétences Web3 pour se plonger dans les services associés. Il faut que ça soit complètement fluide, simple d'utilisation pour que l'adoption vraiment se fasse. Et c'est pour ça que nous, notre boulot est très important parce qu'on conseille les entreprises là-dessus en leur disant soyez complètement, techniquement, faciliter l'accès à cette technologie. Et en fait, c'est en adoptant certains outils, certaines technologies, vous allez mettre dans les mains des utilisateurs des produits avec une totale abstraction technique. Et ça, c'est hyper important. Et c'est comme ça que l'adoption va décoller. Et tu vois, l'IA, si on fait un parallèle,
Aujourd'hui, est-ce que c'est difficile d'utiliser un chat GPT, par exemple? C'est clair. Non, c'est C'est très très hyper facile. facile. Pourquoi? Parce que la technologie est là depuis très longtemps, mais ils ont maintenant réussi à fournir des outils qui soient utilisables par tout le monde. Et c'est comme ça que tu arrives à débloquer la courbe d'adoption. Ouais, je pense effectivement, l'écosystème, on en parlait au début du podcast, c'est que les gens, ils parlent beaucoup tech, ils sont très tech, c'est parfois compliqué à comprendre et du coup, il y a pas tout le monde que ça intéresse. Si demain les cas d'usage sont beaucoup plus faciles, tu le prenais l'exemple avec Red Square juste avant, où, ils sont sur la blockchain sans que les gens soient au courant que c'est une blockchain ou que c'est du Web3 et cetera, bah, les gens vont s'adapter directement, ils vont se dire: «OK, c'est cool, bah, j'y vais, je fonce». Au même principe qu'il y a de plus en plus de sociétés qui permettent de se connecter seulement avec une adresse mail, alors qu'avant, il fallait un Par MetaMask exemple. ou ce genre de choses. Voilà, c'est des choses qui permettent de faciliter et qui vont faire que la courbe, elle est de plus en plus grande. Toi qui est aussi pareil dans l'écosystème et en contact avec des grosses boîtes, si je suis une nouvelle boîte et je m'intéresse au Web3, quel conseil tu me donnerais? Je suis un débutant, je viens d'arriver dans la blockchain, dans les crypto-actifs, etc. Et dans les conseils, est-ce que peut-être tu parlerais peut-être de formation? Est-ce que vous faites vous-même de la formation ou vous vendez des formations ou juste, voilà, vous faites de l'accompagnement ou à ce moment-là, pendant votre période de consulting, vous faites vraiment comment on pourrait dire? C'est pas vraiment des formations, mais voilà, vous les faites monter en compétences. Et donc, du coup, quel conseil tu donnerais à ces nouveaux acteurs? Alors là, juste pour préciser, on parle bien de personnes au sein des entreprises qui veulent monter en compétences. Plutôt des entreprises qui sont nouvelles et qui veulent se jeter dans la blockchain et dans les cryptoactifs parce qu'ils savent que c'est leur nouvelle chose. Ils sont Donc des complètement entrepreneurs. débutants, des entrepreneurs, exactement, qui débutent. Quel conseil tu leur donnerais? À part te contacter pour continuer à apprendre. Donc oui, on peut. Alors nous, c'est plutôt, on fait de la formation, de la culturation directement chez les corporates ou instituts, etc. En fait, comme première étape pour après réfléchir à des cas d'usage, etc. Mais ça peut être aussi le cas. On peut aussi adapter l'offre et former des entrepreneurs sur les sujets, sur ces sujets complètement. Ouais, c'est Enfin, en bien. fait, nous, ce qu'on faisait, les formations, je veux dire, c'est le b.a.-ba en fait chez Blockchain Partner. Chez n'importe quelle institution financière corporate chez qui on allait. Donc, c'est ce que je te dis, hein, maintenant, les personnes commencent à être beaucoup plus acculturées. Mais avant, dès qu'on arrivait, la première chose à faire en mission, c'était soit une formation depuis zéro, soit une remise à niveau. Parce qu'en fait, si on avance dans l'identification des cas d'usage, dans le scoping d'un projet et qu'on se rend compte qu'en termes de notions de fondamentaux crypto, on n'est pas aligné, en fait, ça va bloquer au bout d'un Ça va pas moment. marcher. Voilà. Donc, on fait une remise à niveau au tout début, comme ça, on parle de la même chose et on peut dérouler. Incroyable. Et quels sont les objectifs pour Blockchain Partner pour les 2, 3 prochaines années, 5 prochaines années? Est-ce qu'il y a des choses qui se partagent? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager? Ou c'est du top secret au sein de la société? Après, il n'y a pas beaucoup de surprises. On est une entreprise dans le conseil, donc les objectifs, c'est d'aller chercher de plus en plus de clients. Donc, d'être là aux côtés, et ça on a vraiment ça à cœur, c'est d'être là aux côtés des banques françaises Ouais. dans le déploiement de leurs projets crypto quand il y en a, parce que c'est une place qui est quand même privilégiée, hein, d'être aux côtés de ces acteurs qui sont des mastodontes et qui développent les premiers projets crypto en France. Donc ça, c'est vraiment un de nos objectifs s'il y en a, si ça marche, etc. Ensuite, là, il y a MiCA, donc la réglementation européenne sur les actifs numériques, qui est une harmonisation de la loi Pacte et du statut PSAN qu'on peut déjà avoir en France depuis 2019. Et MiCA, nous, pareil, ça c'est un des objectifs, c'est qu'on puisse accompagner le maximum d'acteurs Web3 sur ces sujets. Donc ça passe par, voilà, comme je te disais, mise en conformité. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'entreprise Web3 face à MiCA? Comment je dépose un dossier? Qu'est-ce que je mets dedans, etc. Comment je déploie mes outils KYC, KYT, comment je sécurise ma clé privée parce que je sécurise les actifs numériques de mes clients.
Donc, toutes ces problématiques-là, en fait, nous, on veut être là parce que c'est hyper important. On veut soutenir les entreprises françaises crypto qui vont porter le marché de demain. Donc, c'est un de nos objectifs, c'est vraiment d'être là sur ces grands moments. Mika, donc fin du mois, ça s'applique sur les stablecoins. Ensuite, on a quelques mois, un peu de répit avant l'entrée en application de Mika au sens large. Donc, pour nous, c'est vraiment les gros objectifs, c'est d'aller chercher plus de clients et d'être là sur les grands moments stratégiques en fait des entreprises. Bah, bravo, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Je croise les doigts pour vous, mais vraiment force à toi, force à tes collègues, tes collaborateurs, enfin voilà, toute la team que vous êtes. Et j'imagine qu'elle va être que grandissante parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes dans l'écosystème. Donc Oui, peut-être qu'on refera un podcast dans un an et vous serez plus 15, mais peut-être 20, 25, 30. et d'ailleurs, sur ce sujet, tu fais bien de le mentionner, on recrute en ce moment. On est Cool. en pleine campagne de recrutement, on passe les entretiens cette semaine, mais pour ceux qui, je ne sais pas quand ça sera publié, mais pour ceux qui nous écoutent, là on recherche un consultant tech ingé, donc en CDI, et on recherche 2 stagiaires plutôt avec des profils généralistes business qui vont nous accompagner. Donc c'est pour te dire que en fait, tu me demandais des chiffres tout à l'heure, mais bon, on recrute, ça veut dire que derrière, il y a du business, donc c'est bien. Et si par exemple, je sais pas, je suis intéressé par une des offres, où je postule Ah bah alors sur LinkedIn, on a les on a annonces. mis beaucoup de posts sur justement ces nouveaux posts, donc il y a juste à cliquer, à mettre son CV et à suivre le processus. OK, parfait. Bon, bah, alors pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce que nous a dit Hélène, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, regarder ce qui se passe. Il y a un site internet aussi qu'on va mettre en description pour tout simplement toutes les activités que fait Hélène. C'est super intéressant. Vraiment, allez vous connecter à elle, regardez, allez la connecter aussi sur LinkedIn. Elle fait beaucoup de travail, elle poste, elle est très active également et elle fait partie de l'écosystème Web3 d'une vision qu'on a peu la chance de croiser. Vraiment, la partie KPMG, c'est vraiment une très grosse boîte, une des plus grosses au monde, peut-être même la plus grosse dans l'écosystème. Donc, vraiment, connectez-vous à elle et regardez tout ce qu'elle fait. Hélène, on arrive gentiment à la fin du podcast. Mhm. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. On laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc, le mot de la fin, ça peut être peut-être un sujet qu'on a abordé, que tu voudrais reprendre, peut-être un sujet qu'on n'a encore pas abordé et sur lequel tu voudrais nous partager ta science et tes connaissances, etc. Ça peut être tout simplement un mantra, une anecdote, un produit ou une entreprise que tu as faite et c'était super fun et tu veux nous partager l'expérience. Ta carte blanche, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, ça peut durer 30 secondes. Tu as le champ libre, on t'écoute. Ok. Euh, alors peut-être c'est en lien avec ce qu'on vient de se dire au niveau des recrutements. La petite anecdote, ça me fait plaisir de parler de lui sur ce podcast. Donc effectivement, on recrute donc parce qu'il y a un business qui est un peu plus soutenu et en plus parce que on a un de nos consultants, enfin, 2 de nos consultants qui ont été débauchés par le client. Très Oh, récemment, un acteur qu'on a accompagné dans l'industrie qui s'appelle Nicomatic dans l'industrie et ils sont partis du coup chez ce client. Donc Flavio Restelli qui du coup va, on va dire, piloter la branche blockchain crypto de cette entreprise. Et donc, du coup, Vincent aussi Bonnet qui l'a rejoint avec ses qualités du coup de plutôt tech ingé. Donc, c'est pour te dire que voilà, quand on arrive vraiment à convaincre le client que celui-ci est disposé à engager des projets sur ces sujets-là, en fait, ça peut conduire à ce type d'action, c'est-à-dire qu'il a recruté chez nous directement. Et donc là, ils ont 2 projets en tête. Le premier, c'est des sujets liés à la traçabilité. Donc, c'est un gros sujet blockchain. On en a parlé plus en 2017. C'est un sujet qui est difficile à craquer. Pourquoi? Parce que la traçabilité sur la blockchain, en fait, ça revient toujours à se poser la question, OK, c'est bien, mais qui met la donnée en point A dans la blockchain, qui l'inscrit? Souvent, c'est un humain. À partir du moment où c'est une personne qui met la donnée sur la blockchain, c'est là où elle peut être erronée. Et donc, ça ne sert à rien de tracer derrière si le point d'entrée, il peut être
on va dire, faux, trompés ou erronés. Donc c'est un projet qui est très difficile à craquer et Flavio, au cours de ses missions du coup avec cet acteur, a essayé de trouver des solutions pour vraiment débloquer ce cas d'usage de la traçabilité sur la blockchain. Donc il va porter ces sujets au sein de cette société. Et donc il y a un deuxième sujet que Vincent et Flavio vont réaliser, c'est le sujet de comment en fait profiter des stablecoins. Donc, ces crypto-actifs qui sont adossés à des monnaies fiduciaires, donc l'euro, le dollar, le yen, etc., qui nous permettent en fait de bénéficier de l'infrastructure blockchain et crypto, tout en gardant des monnaies avec lesquelles on est habitué en fait, d'échanger. Et donc, ils vont travailler sur ces sujets pour optimiser les flux de paiement entre les filiales, entre les entités, entre prestataires, etc. Génial. Donc voilà, ça c'est pour te montrer que chez certains clients, ça aboutit. Ça aboutit, il y a des recrutements, il y a des projets qui se lancent avec des budgets derrière. Et ce dernier sujet, tu vois, lié au paiement interfilial, tout ce qui est paiement cross-border, donc que ça soit côté corporate ou que ça soit au niveau des citoyens. Tu vois, par exemple, si j'ai envie d'envoyer de l'argent à ma famille qui est en Australie, en Afrique, en Amérique latine, comment je peux réussir à capitaliser sur les stablecoins pour gagner en temps, gagner en frais, gagner en réduction de frais. Ça, c'est des sujets hyper importants et qu'on voit chez les corporates. Tu vois, je te disais, les corporates, aujourd'hui, on a un peu moins de missions qui sont en lien avec chez les corporates. Mais par contre, un des sujets qui reste un enjeu pour eux, c'est comment utiliser les rails de paiement crypto pour justement transiter de la valeur entre différentes filiales, entre un prestataire et entre une entreprise et son fournisseur ou une entreprise et son prestataire. Donc ça, c'est des sujets qu'on travaille beaucoup avec les entreprises. Oh, trop Et il intéressant. y a d'ailleurs une entreprise, une jeune entreprise du Web3 que je connais bien qui s'appelle Fipto, qui est justement sur cette proposition de valeur, qui te dit, voilà, tu es l'entreprise A, tu as besoin d'envoyer de l'argent dans tel pays, en fait, je vais te permettre, Fipto, ils vont te permettre d'utiliser les meilleurs rails de paiement, que ce soit des rails traditionnels ou des rails crypto. Et ça, en étant complètement, encore une fois, agnostique à l'infra, et le client n'a pas besoin de maîtriser la technologie crypto. OK, donc le truc, facile à utiliser pour tout le monde, vraiment, OK, OK. Super intéressant. Bah, merci pour ce dernier sujet et les informations que tu as apportées en plus, très, très intéressant. Je me suis posé une question en même temps. Heu donc tu avais dit donc que Blockchain Partner avait été cofondé par Alexandre Entreparties et Claire. Est-ce qu'ils sont encore dans la société ou maintenant ils sont plus du tout, au sein de, KPMG? Donc non, ils sont plus au sein de KPMG. Ils nous ont accompagnés, Claire et Alexandre, ils Trop nous bien. ont accompagnés vers KPMG. Ils sont restés, alors je ne sais plus combien de temps, mais ils sont restés quand même pas mal de temps pour nous aider à garder en fait cette culture de boîte qui nous est très chère chez BCP. Et puis ensuite, Claire est partie à son compte. Maintenant, elle est chez D-Block. Oui. Et Alexandre est parti un petit peu plus tard. Et donc, il a rejoint, je te dis, récemment Pemium, VP Stratégie. Ouais, j'ai vu ça il y a quelques mois maintenant. Oui, Pemium, OK. plateforme, place de marché française, régulée PSAN. Et donc, pour lui, c'était des sujets qui lui tenaient à cœur chez Pemium, c'était de promouvoir les enjeux de la souveraineté numérique européenne et française, donc à travers Pemium. Bah, génial. Bah, force à tous les 2 en tout cas, aussi bien Claire qu'Alexandre et bravo pour ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait pour justement, bah, encore plus développer le Web3 et notamment, au sein de KPMG donc, bah, bravo à eux. Merci Hélène pour ce podcast. Merci Vraiment à bravo toi. pour tout ce que tu fais, super intéressant. Bravo pour la vulgarisation. C'était trop cool de t'écouter parler, de t'écouter vulgariser avec des mots qui sont pas techniques. Je sais que toutes les personnes qui nous écoutent
sont heureux d'écouter des gens qui ne parlent pas avec des mots ultra techniques que personne ne comprend, où il faut sortir avec le dictionnaire ou aller taper sur Internet tous les mots parce qu'on n'a rien compris. Donc vraiment, merci pour tout ça. C'est un plaisir de t'écouter. Bah, écoute, j'espère que j'ai été la plus claire possible. Et puis merci également pour ton accueil et pour ce que tu fais également à travers tes podcasts et autres. Trop cool. Merci C'était pour un toi, merci plaisir. pour ton temps. Et impatient d'être au prochain podcast qu'on va faire ensemble pour voir ce qui s'est passé après le recrutement et tout dans 6 mois, 1 an. Parce que Après faut Mika, vraiment. après le recrutement, après plein de choses. Totalement, c'est que le début. Bravo et à très vite. Merci. Merci à toi.